Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc il est 14 heures, donc on va commencer, l'atelier numérique industrie et spatiale. Cet atelier a été préparé en collaboration avec, les pôles de compétitivité Accélérat, Tectera, Minalogic, SIM, Plastipolis et ainsi que l'université Clermont-Auvergne et associés. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes. Donc, d'abord un petit point logistique. Donc, vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous pouvez réagir et poser vos questions via le chat, donc n'hésitez pas. Donc, cet atelier est dédié aux futurs appels à projets collaboratifs qui vont être lancés dans le cadre d'Horizon Europe dans les prochains mois et puis après dans les prochaines années. Donc, après quelques mots un petit peu, introductifs sur le programme Horizon Europe dans sa globalité, nous allons rentrer plus précisément dans les thématiques, numériques, industrie et spatiale, et voir comment ces sujets vont être adressés et puis on présentera également quelques éléments de budget et de calendrier. Enfin, donc on terminera sur les accompagnements que vous pouvez mobiliser en région également si vous souhaitez vous positionner sur ce type de projet. Donc pour commencer, je vous propose de voir ensemble qui seront les animateurs et intervenants de cet atelier. Donc je me présente, je suis Sarah Maillès-Tribu, je suis chargée d'affaires au sein du Bureau Europe d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc je serai accompagnée de mon collègue Émilien Oumédi, qui est également chargé d'affaires au sein de l'agence, et de Laure Quintin, donc, qui est responsable des projets Europe au sein du pôle Minalogique. Donc, Laure va suivre toutes les questions qui seront posées via le chat, donc n'hésitez pas à en poster tout au long de l'atelier. Émilien, je te laisse la parole pour présenter les intervenants. Oui, merci Sarah. Du coup, aujourd'hui, on va accueillir deux intervenants et trois intervenants, pardon. Donc, on aura Hélène Hulmert-Figo et Géraud Canet, qui sont tous les deux représentants au comité de programme, et ils nous expliqueront effectivement ce que ça signifie et pourquoi c'est important pour nous. Et puis, on aura Annabelle Sion de Plastipolis qui nous parlera un peu plus tard de l'accompagnement que peuvent proposer les pôles de compétitivité. Et du coup, d'abord, je vais laisser Géraud et Hélène se présenter et puis nous dire voilà, qu'est-ce que c'est en fait un représentant au comité de programme et pourquoi c'est important pour nous en vue des appels à projets Horizon Europe qui arrivent. Bon, d'abord, bonjour tout le monde, et c'est un plaisir de pouvoir faire une présentation sur ce qui va maintenant être votre quotidien des 7 années à venir. Alors d'abord, oui, nous sommes représentants au comité de programme, RCP, fonction qui est parfois confondue avec le PCN, le point de contact national. Et pour arriver à expliquer ça, on peut très rapidement se plonger dans ce qu'est la construction d'un appel à projet. Un appel à projet, c'est un texte qui définit les futurs appels. Euh, et ce texte, il est entièrement écrit par la commission. C'est la commission qui l'écrit de A à Z avec tout un tas de consultations. Ça commence par des consultations en général de l'écosystème. Quand il y a des partenariats, c'est les associations liées au partenariat. Et en fait, il y a toute une phase entre les premières consultations et la publication où il y a des allers-retours avec des consultations des États et les États des États membres. Et donc, les États ont des représentants qui viennent défendre les positions nationales, qui sont à la fois les positions gouvernementales et les positions de la communauté des déposants, qui sont réunis dans des groupes de travail qu'on appelle en général les GTN, animés par les représentants eux-mêmes. Donc ça, c'est le rôle des représentants, c'est ce que nous faisons, Hélène et moi-même. Il y a aussi les points de contact nationaux. Donc, les points de contact nationaux sont des personnes qui sont en relation directe avec la communauté et les participants et qui assurent le conseil, l'information et la réponse aux questions et aux interrogations des déposants. Donc, le PCN est plutôt tourné vers la communauté des déposants et le RCP est plutôt tourné vers la commission. Bon, c'est un petit peu plus souple que ça, mais c'est l'idée. Et puis après,
Une fois que les appels sont publiés, il y a aussi une autre phase dans laquelle les représentants au comité de programme font un travail de suivi de l'évaluation des appels au projet, contrôlent la qualité de l'évaluation, vérifient que tout se passe bien et éventuellement peuvent faire des interventions en cas de nécessité. Voilà, en quelques mots, la fonction de représentant. Du coup, je vais passer la parole à Hélène qui va pouvoir elle-même se présenter. Alors moi, personnellement, je suis représentant sur la partie numérique du cluster 4 pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Oui, bonjour, Hélène Hulmer-Figo. Merci Géraud d'avoir fait cette introduction à la nuance RCP-PCN. Donc moi actuellement, je suis représentante au comité de programme NMBP. Donc NMBP, c'est un défi du H2020. Et en fait, Géraud et moi, nous sommes également représentants au Shadow Comité pour la préparation de Horizon Europe. Et c'est à ce titre-là qu'on est vraiment dans le bain de la préparation des futurs appels. Voilà. Merci Hélène. Du coup, vous êtes tous les deux, je le rappelle, hein, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, hein, votre organisation mère, Oui. Tout à fait. si je ne me trompe pas. Et du coup, juste peut-être une petite question. Votre organisation, en fait, elle a été choisie par la commission pour être PCN, pour être représentant au comité de programme, en fait. C'est qui c'est qui a choisi ça, peut-être pour… En fait, Géraud, tu veux oui. Bon, en fait, la commission, elle contacte les États membres. Les États membres, ils ont une représentation globale qui sert de contact avec la commission, qui est un point d'entrée. Donc, on a une représentation permanente de la France qui est à Bruxelles, et puis un service qui est le secrétariat général aux affaires européennes, qui est un service du Premier ministre, qui sert de point d'entrée et de point de collecte sur tout ce qui est européen. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un comité, un groupe qui se crée, la ministérielle, et en fait, il y a une sélection qui est faite parmi les ministères les plus concernés entre plusieurs représentants possibles, et les nominations se font officiellement de cette manière-là. Donc évidemment, le ministère de la Recherche est en premier plan sur tout ce qui est Horizon Europe, ce qui est en toute logique puisque c'est un programme de recherche. Après, il peut y avoir d'autres ministères qui sont en premier plan dans d'autres, sachant qu'on est aussi en binôme avec le ministère des Finances et de l'Industrie, qui a aussi des représentants dans les mêmes comités. Okay. Merci Géraud. Je pense que c'était important de savoir comment vous aviez été, entre guillemets, choisi pour faire ces négociations avec la Commission. Hélène, peut-être vous pourriez nous présenter rapidement ce qu'est Horizon Europe pour le rappeler à ceux qui n'étaient pas forcément là ce matin. Oui, bien sûr. En fait, le futur programme Horizon Europe a une architecture en piliers, donc assez similaire à ce qu'on connaissait déjà pour le programme H2020. Donc, je vais aller assez vite, hein, comme effectivement, il y a déjà une présentation ce matin. Donc, il y a 3 piliers qui constituent Horizon Europe. Donc, un premier pilier à gauche qui est extrêmement important, qui est sur la science ouverte, où on trouve à la fois des dispositifs d'excellence et de mobilité comme le Conseil européen de la recherche, qui valorise l'excellence scientifique en permettant de donner des bourses de recherche qui sont prestigieuses, des bourses ERC à des chercheurs extrêmement brillants du monde entier, qui viennent faire leur recherche en Europe. Donc, c'est extrêmement important. Mais donc, ce pilier comporte également les bourses Marie Sklodowska-Curie, qui permettent la mobilité des chercheurs à l'intérieur d'Europe et à l'extérieur. Et ce pilier comporte également les infrastructures de recherche. De l'autre côté de cette structure, donc le pilier 3, complètement à droite, c'est le pilier innovation, qui comporte le Conseil européen de l'innovation, qui est vraiment l'une des nouveautés les plus visibles d'Horizon Europe. En fait, on sait que si une grande partie des pays européens disposent déjà disposent vraiment de qualités permettant l'émergence d'idées, d'innovations, de start-up, on manque encore de dispositifs qui vont permettre à des innovateurs de grandir. Et c'est ce à quoi doit répondre ce pilier 3, et notamment le Conseil européen de l'innovation,
qui doit être un petit peu pour l'innovation le pendant du Conseil européen de la recherche. Et entre ces deux piliers, il y a donc le pilier 2 qui nous importe cet après-midi. Donc ce pilier 2, il correspond à la recherche liée aux grands défis de notre société et à notre compétitivité industrielle. C'est le pilier le mieux doté de Horizon Europe. C'est aussi le plus classique. C'est celui de la recherche collaborative et relativement industrielle. Donc l'idée de ce pilier 2 dans Horizon Europe, c'est de proposer un programme européen qui va d'une part compléter ce qui est déjà fait au niveau national et d'autre part, et là c'est la nouveauté dans Horizon Europe, il doit essayer d'offrir la possibilité de travailler de façon plus efficace au niveau intersectoriel, à travers les secteurs. En fait, ce pilier 2, il a été construit avec l'idée qu'il est désormais important de sortir de l'idée de silo et qu'il est indispensable de travailler à travers plusieurs secteurs. Et c'est pour ça qu'ont été créés des pôles extrêmement importants pour encourager les communautés à travailler ensemble. Donc, on peut facilement comprendre effectivement l'intérêt de mettre dans un même panier, en quelque sorte, transport, énergie, climat, qui est le pilier 5, ou alors numérique, industrie et espace, pour le pilier 4, qui est le pilier qui nous occupe au cours de cet atelier. Dans ce pilier 2, donc comme je l'ai déjà dit, on a affaire à des projets collaboratifs. Donc, la règle de départ, c'est comme précédemment, d'être au moins 3 partenaires de pays différents. Donc, dans les faits, c'est rare, on a rarement des projets avec uniquement 3 partenaires. En fait, il s'agit plutôt de 5 à 50 partenaires et on a le plus souvent des projets dont les budgets vont s'étaler donc de 2 à 20 millions d'euros. 2 à 20 millions d'euros, voilà. Les financements sont de 70% à 100%, suivant que les projets sont de type plutôt recherche, des RIA, Research and Innovation Action, ou alors plus innovation, généralement avec des TRL, donc des niveaux d'application plus élevés. Donc là, il s'agit des IA, Innovation Action. Qui peut participer à ces projets collaboratifs? Eh bien, en fait, toutes les entités juridiques peuvent participer. Et on retrouve, comme vous voyez sur ce transparent, en fait, 4 grandes catégories. Les instituts de recherche, les universités et ce que j'ai appelé les entreprises qui se divisent en fait à peu près à part égale entre les grandes entreprises et les PME. J'ai extrait en fait ces données du dashboard H2020 dont vous avez ici les références en sélectionnant, comme vous voyez sur le cadre en vert à gauche, donc les différentes thématiques Horizon 2020 qui vont un petit peu faire partie du futur secteur 4. Et donc là, la répartition, elle est faite en euros. Voilà, donc j'ai fini cette partie-là. Transparence suivant. Merci, merci Hélène pour toutes ces informations sur Horizon Europe. On a vu aussi un petit peu ce matin que dans ce nouveau programme, il y avait un certain nombre de nouveaux vocabulaires qui a fait son apparition aussi. Géraud, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi et puis ce que signifie ce nouveau vocabulaire, si on peut dire ça comme ça? Bon, alors la première chose, il faut dédramatiser. Hein. C'est beaucoup de vocabulaire. On sait que dès le début aussi, il y a eu beaucoup d'émotions chez nous dans les comités de programme en voyant tout ce vocabulaire arriver. Il y a eu beaucoup de frénésie administrative autour de ça. Donc la première chose à dire, c'est que ça ne va pas énormément changer la vie des gens qui déposent les projets. Il va toujours y avoir des appels, la structure d'appel ne va pas énormément changer et on va retrouver à peu près quelque chose de similaire à ce qui était avant. Alors pourquoi y a-t-il tout ça? Il y a tout ça parce que, vous le savez, l'Europe évolue vers une ambition de plus en plus fortement politique et on a bien vu la création du programme de travail et la création d'Horizon Europe dans un contexte qui est politiquement marqué, avec de grandes missions, avec de grandes intentions. Donc,
l'idée derrière tout ça, c'est d'essayer d'assurer une traçabilité politique du programme de travail. C'est-à-dire que quand on finance un projet, l'objectif, c'est de savoir pourquoi on l'a financé et à quel grand défi, à quel grand objectif ça répond. D'où ce millefeuille de concepts qui sert en fait à retracer de la politique jusqu'aux appels. Finalement, qu'est-ce que ça va changer pour les gens qui déposent? Pas forcément grand-chose, mais ça peut aussi apporter quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous le savez, quand on dépose un projet, en général, on ne dépose pas un projet européen pour pousser une technologie, mais on le dépose pour répondre à un défi sociétal. Et jusqu'à présent, dans Horizon 2020, il fallait un petit peu se débrouiller dans la proposition pour arriver à trouver des textes de référence, pour arriver à trouver ce qui avait été dit, les positions de l'Europe, les grandes ambitions, pour arriver à s'inscrire dans cette tendance. Ici, finalement, les choses vont être fournies beaucoup plus facilement et on va, dès le programme de travail, avoir la règle du jeu qui va être tout de suite fixée et les impacts qui sont mis tout de suite sur la table. Donc, vous avez ici, pour arriver à illustrer ce vocabulaire, et je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, vous avez ici, on a mis en jaune ce qui est plutôt du type d'objectif politique et en bleu plutôt ce qui est du point de vue de la structure du document. Donc, l'émission, c'est quelque chose qui est global à tout Horizon Europe et qui représente de très grands objectifs, toujours sur le modèle de « on va marcher sur la Lune ». Et c'est surtout des choses sur l'environnement et la citoyenneté, hein, pour le faire court. Ce qu'on appelait les orientations stratégiques clés sont des grands objectifs qui sont fixés pour le pilier 2, donc pour les clusters du pilier 2 qui sont tous mis en commun. Les clusters, c'est chacun des grands chapitres du pilier 2, on les a cités dans la planche précédente, donc là nous sommes dans le cluster 4, numérique, industrie, espace, et à l'intérieur des clusters, on découpe les clusters en destinations qui sont donc les sections du document pour faire les choses très simples. Au départ, c'était prévu pour être un peu plus compliqué, mais finalement, c'est simplifié, donc on va en rester là. Et ce qu'on appelle les impacts sont aussi des objectifs politiques, mais qui sont cette fois locaux au cluster. Donc, il y a une série d'impacts qui sont locaux au cluster et en général, chaque destination répond à un grand impact pour essayer de faire simple. Voilà, on n'a pas besoin d'en savoir plus pour déposer un projet. Merci Géraud, je pense que là c'est beaucoup plus clair et finalement hein, on voit que ça n'introduit pas forcément des difficultés supplémentaires. Du coup, on vous a présenté jusqu'à maintenant Horizon Europe et les nouvelles notions du coup, qui vont avec ce programme. Maintenant, du coup, je vous propose qu'on passe au sujet principal de l'atelier, donc au cluster numérique, industrie, espace dans son détail. Donc, Hélène, est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont les attendus de ce cluster, son objectif et puis les impacts visés par ce cluster? Oui, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction sur la présentation générale d'Horizon Europe, on est toujours dans l'idée de ne plus vouloir travailler en silo. Et pour illustrer ça, le cluster 4, par exemple, comme les autres clusters, va être piloté par plusieurs directions générales. Dans notre cas, 4 directions générales de la Commission européenne, ce qui est tout à fait nouveau. Par exemple, jusqu'ici, moi, je m'occupais du défi nanotechnologie, matériaux et procédés. On ne travaillait qu'avec la direction générale de la recherche des PRTD. Donc, c'est très nouveau. C'est sans doute très bien. Ça pourrait éventuellement peut-être expliquer aussi la difficulté de mise en place. Parce qu'il faut un petit peu que tout ça s'harmonise. Voilà. Donc, les quatre directions générales qui interviennent dans le cluster 4 sont donc l'ADG RTP, donc la direction générale de la recherche, l'ADG CNECT, donc c'est les réseaux de communication, technologies de communication, la DG GROW, qui est la direction du marché intérieur européen, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, donc rôle important des PME dans ce cluster, et la DG DEFI, qui correspond donc aux industries de la défense et de l'espace. Donc l'idée, c'est de faire toujours beaucoup plus travailler les différentes communautés ensemble, faire de la meilleure recherche, toujours imaginer des nouvelles innovations. L'idée clé, c'est jouer collectif. Donc la crise que nous subissons toujours actuellement, la crise Covid-19 de 2020 a bien montré la nécessité de renforcer
la base industrielle en Europe. Et donc, ce cluster numérique, industrie, espace va jouer clairement un rôle important pour atteindre cet objectif. Donc, il va s'agir de continuer à faire progresser technologies numériques et industrielles, et ceci y compris dans le domaine de l'espace, avec un impact considérable dans tout un tas de secteurs de l'économie. En fait, cette crise nous a démontré qu'il fallait sécuriser notre capacité à s'approvisionner de manière autonome et à pouvoir fournir des matières premières, des technologies, des services essentiels dont on soit sûr qu'ils soient sécurisés pour l'industrie. Sinon, un autre point qui est important à signaler, c'est qu'il y a deux expressions qui sont extrêmement présentes dans le langage de la Commission actuellement et dans ce pilier, et ce sont la transition verte et la transformation numérique. Vous allez voir que c'est quelque chose qui apparaît généralement dans tout le pilier 2, mais spécifiquement ici dans le cluster 4. Et pour terminer, je dirais que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté donc en novembre 2019 ses priorités pour Horizon Europe et les 10 orientations stratégiques clés dont a parlé Géraud à l'instant, qui doivent s'envisager dans tout le pilier 2 et plus largement dans tout Horizon Europe. Et donc, je cite, juste avant de vous redonner la parole, Sarah, je cite les 3 orientations stratégiques qui font l'ossature de ce pilier. Donc, c'est transformer l'industrie de l'Union européenne pour une économie propre, neutre sur le plan climatique, circulaire et compétitive. Deuxième orientation stratégique, garantir le leadership industriel mondial de l'Union européenne et son autonomie stratégique dans les technologies clés. Et enfin, façonner des technologies et des innovations qui s'adaptent à nos sociétés, à notre façon de vivre. Ça, c'est toujours extrêmement important. La dimension SSH est toujours extrêmement importante. Voilà comment on peut tenter de définir rapidement le cluster 4. Sarah. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail, donc dans le contenu du cluster et des thèmes, on va dire, des futurs appels à projets, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les thématiques ou les destinations, comme nous l'a expliqué Géraud, qui vont plutôt porter du coup du côté industrie qu'on pourra retrouver dans le cluster? Oui, bien sûr. Donc, les destinations, il va falloir vous habituer à ce nouveau terme. Là, on ne va pas pouvoir faire l'impasse sur ce terme de destination, je pense. Donc, les aspects majoritairement industriels qui étaient auparavant dans la partie NMP du programme de Horizon 2020 se retrouvent maintenant majoritairement dans les destinations 1 et 2. Alors, je vais commencer par décrire rapidement la destination 1. Donc, elle s'appelle Climate Neutral, Circular and Digitized Production. Donc, en bon français, pour une production climatiquement neutre, circulaire et numérisée. Donc, en fait, elle se concentre sur la double transition verte et numérique, dont j'ai déjà parlé, dans les industries manufacturières et de construction. Ils sont vraiment très, très présents ici, ces aspects numériques et puis transition verte. Comme vous pouvez vous en rendre compte quand vous aurez accès donc, au draft. En fait, vous allez voir que tous les topics dans cette destination s'appellent Twin quelque chose. Donc, c'est vraiment sur cette double transition jumelle verte et digitale, Twin Transition. Donc, on va retrouver dans cette transition 52 topics actuellement. Ils sont répartis entre 2021 et 2022. Donc là, je parle d'un draft dont nous avons eu connaissance il y a peu. Et c'est un draft qui va encore être amendé de façon très considérable. On envisage encore des fusions de topics, des disparitions de topics, s'il y a recouvrement avec d'autres clusters, par exemple, parce qu'on envisage une réduction de au moins 20% du nombre de topics par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc, c'est actuellement je dirais un draft brouillon. Est-ce que vous pouvez juste dire, peut-être certains ne savent pas ce qu'est un topic? Alors, un topic,
c'est une thématique sur laquelle il va y avoir un appel à projet. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça définit un petit peu plus précisément une thématique sur laquelle la commission veut avoir des propositions de projets pour répondre à un objectif donné. Donc cette cinquantaine de topics est divisée en plusieurs sections, plusieurs secteurs. Donc, je vais aller assez vite, mais je vais un petit peu pour vous montrer un petit peu plus de quoi il en retourne dans cette destination. Donc, il va s'agir de fabrication écologique, flexible et avancée. Donc, par exemple, on va avoir des topics sur fabrication zéro défaut vers le zéro déchet, des chaînes de production qui sont rapidement reconfigurables pour s'adapter au marché. Voilà. Un autre secteur va porter sur les technologies numériques avancées pour l'industrie manufacturière. Donc là, on voit l'impact très, très important du numérique avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, le développement de la 5G pour l'industrie manufacturière. Dans cette destination, il va y avoir également une nouvelle façon de construire, en utilisant par exemple la construction automatisée ou alors des approches innovantes pour faire de la construction flexible, ou alors développer des possibilités pour inspecter de façon automatisée des grands ouvrages, pour la maintenance des grands ouvrages, c'est extrêmement important. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Italie en 2018, le pont de Gênes s'est effondré. Toujours dans cette destination, il va être question de permettre la circularité des ressources dans les industries de transformation. Donc, tenir compte vraiment de nos possibilités en ce qui concerne l'eau, les déchets, les émissions de CO2. Et enfin, un dernier aspect, toujours dans la même destination 1, c'est l'intégration des énergies renouvelables et de l'électrification dans les industries de transformation. Donc ça, c'est la destination 1, donc, qui s'appelle Climate Neutral, Circular and Digitized Production. Maintenant, je vais dire juste quelques mots sur la destination numéro 2, donc qui s'intitule Digitized, Resource Efficient and Resilient Industry. Donc en français, une industrie numérisée, économe en ressources et résiliente ou résistante. Donc, elle comporte toujours une cinquantaine de topics, un peu comme la destination 1, qui s'intitulent tous, donc je resitue le même discours, toujours à l'heure actuelle, dans un brouillon de brouillon. C'est vraiment une version -1, c'est même pas une version 0. Donc, ces topics vont être certainement diminués en nombre, très certainement. Ils s'intitulent tous résilience-XXX. Donc, c'est vraiment le thème central de la destination. Donc, cette destination, elle va se concentrer sur les secteurs, les produits, les matériaux qui vont avoir des impacts importants en termes d'énergie, de déchets, de consommation de matières premières. Donc, en fait, il va falloir avoir des très bonnes idées pour favoriser, par exemple, une utilisation accrue des matières premières secondaires, tout en imaginant réduire les déchets et l'empreinte carbone globale. Donc, quand je parle d'utiliser de façon accrue les matières premières secondaires, ça signifie, en fait, utiliser les déchets d'une partie de la chaîne de valeur comme matière première pour une autre partie de la chaîne de valeur. Donc, ces 54 topics sont répartis autour de plusieurs sections. Donc, je vais peut-être aller un petit peu plus vite que pour la première destination. Donc, une section s'appelle « De nouveaux paradigmes pour établir des chaînes de valeur résilientes et circulaires ». Une deuxième section va s'appeler visiblement « Mes matières premières pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne ». Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est une nouveauté pour moi, parce que jusqu'ici, les matières premières figuraient dans H2020 dans le défi climat, efficacité des ressources et matières premières. C'est une nouveauté, c'est quelque chose qui n'existait pas dans cette partie NMP du programme. Donc là, on va avoir la mine durable et innovante de l'avenir, système de suivi et de supervision des activités d'exploration et d'exploitation future en mer profonde, etc.
Une troisième partie de cette destination, c'est les matériaux verts et durables, comme par exemple ouvrir la voie à une part accrue de plastique recyclé et de produits à valeur ajoutée. Et enfin, matériaux au bénéfice de la société et de l'environnement et matériaux pour la décarbonisation de l'industrie. Donc là, on a par exemple nouveaux matériaux pour la nanoélectronique verte ou nouvelles technologies de recyclage pour les matériaux composites. Donc voilà, vous l'avez compris, cette désignation 2, elle est vraiment sur les matières premières, préserver les matières premières, préserver toutes les matières premières. Voilà. Merci beaucoup, Madeleine. Du coup, dans ces deux destinations, on voit déjà que les sujets vont être riches et nombreux. Du coup, on a vu la partie plutôt industrie. Géraud, est-ce que vous pourriez nous parler plutôt des thématiques liées au numérique qui seront adressées dans le cadre de ce cluster? Alors, les thématiques liées au numérique, allons-y. Donc, ce sont les destinations 3, 4 et 6. Elles sont de tailles différentes. La 3 est plutôt plus petite et c'est celle qui parle de tout ce qui est autour de la donnée, qui est quelque chose d'important. Donc, on y trouvera tout ce qui concerne le partage des données et l'espace de données commun européen, la capacité d'analyse des données et aussi tout ce qui est le computing haute performance, les ordinateurs exascale et tout ce qui est aussi l'Internet des objets. Donc tout ça, ça a été mis dans cette partie sur les données et computing technologies. Donc c'est une section qui n'est pas très grande, mais on comprend qu'il y a des choses importantes dedans. C'est le moment peut-être de dire que dans le programme de travail et dans la version brouillon qui circule plus ou moins et que la commission est sur laquelle il est en train de travailler, il y a des sujets qui sont proposés, il y en a beaucoup. Comme l'a dit Hélène, il y en a beaucoup trop et il y en aura moins après. Mais par contre, il n'y a pas encore les sujets qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle les partenariats. Et les partenariats sont développés aussi pour permettre une meilleure intégration de la communauté industrielle notamment dans l'élaboration des programmes de travail. Donc, les sujets dont on parle ici, là j'ai mentionné le computing haute performance, on va aussi ce qui est la donnée. Il y a des partenariats qui vont travailler sur ces sujets-là et qui vont apporter des sujets additionnels par rapport à ce qui est déjà indiqué ici. Voilà, ça c'est la première. Du coup, je glisse la destination. Donc, la destination 4, c'est un petit peu un fourre-tout. C'est un fourre-tout aux technologies. Donc, c'est toutes les technologies émergentes numériques pour la compétitivité et le Green Deal. Donc, on a un petit peu tout mis là-dedans. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir les processeurs à très basse énergie. On va avoir tout ce qui est l'électronique. On va avoir la photonique. On va avoir la 6G. On va avoir tout ce qui est innovation IA, data robotique, la robotique en elle-même, les robots déployables, et encore les deux grands flagships. Donc, il y a encore d'autres sujets un petit peu inclassables, l'impression de 3D alimentaire, les systèmes neuromorphiques, etc. Donc, la spintronique, je ne les cite pas tous. En plus, dans cette destination, il y a aussi deux grandes catégories d'appels qui sont issus de ce qu'on appelait avant les flagships. Il y a les technologies quantiques, donc c'est un gros morceau, les technologies quantiques, et le graphène. Voilà, ça c'est la destination 4. Et donc la destination 6 va explorer tout ce qui est la relation entre le numérique et l'humain. Et là, je fais encore un petit aparté. Vous allez voir que je vais encore parler d'IA. En fait, il y a eu un effort de cloisonner, de bien classer les technologies, chacune dans sa catégorie, mais l'IA fait exception, elle est éparpillée un peu partout. À chaque fois sous d'un angle et sous des aspects différents. Donc, dans la section 3, c'était le partage des données. La section 4, c'est le côté technologique de l'IA. Et dans la section 6, on va s'intéresser à tout ce qui est la confiance.
voilà. Donc, une IA basée sur la confiance. Et on va retrouver aussi l'Internet, aussi basé sur la confiance. On va trouver dans l'humain tout ce qui est les interactions, les interfaces, la 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et tout ce qui est aussi les technologies numériques pour l'apprentissage. Voilà. Et puis également quelques sujets un peu supplémentaires inclassables. Voilà en gros ce que vous allez retrouver. Vous retrouvez plus ou moins ce qui était très proche du programme de travail ICT dans Horizon 2020. Très bien, merci beaucoup pour… C'est intéressant. Il y a beaucoup de questions. Si on veut les aborder avant la fin du… Voilà, je vous invite à avancer. Merci. Merci Laure, on va essayer de faire vite. Simplement pour finir sur les thématiques destination du cluster, il y a également un volet espace dans ce cluster. Hélène, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots également? Oui, très rapidement. Donc, cette destination comporte 74 topics, donc c'est vraiment une grosse destination. L'objectif en fait des différents appels à projets de cette destination, ça va être d'une part de maximiser les avantages de l'espace pour la société et l'économie de l'Europe. Donc, par exemple, on sait que les programmes Galileo, Copernicus donnent des infos de navigation pour les transports, ou des infos d'observation de la Terre pour le changement climatique. Donc, il y a toujours un lien aussi avec le changement climatique. Donc, un deuxième objectif, ça va être de favoriser un secteur spatial européen qui va être compétitif et innovant à l'échelle mondiale. Donc, en travaillant sur les technologies spatiales, à la fois pour les satellites et également pour l'accès à l'espace, donc pour les lanceurs. Et troisième point, renforcer l'autonomie de l'Europe en matière d'accès et d'utilisation de l'espace. Donc voilà, je vais m'arrêter là comme on a un petit peu de retard. Oui, merci. Je pense que ça a permis déjà de voir de quoi il s'agissait. Du coup, je vous propose qu'on parle rapidement également, on va dire, du nerf de la guerre aussi, du budget lié à ces appels à projets, même si on a compris que les appels à projets précis ne sont pas encore totalement définis. On sait quand même qu'Horizon Europe devrait démarrer assez fort, avec un budget important à mobiliser dès le début de la programmation. Du coup, est-ce que Géraud, vous pouvez nous donner quelques précisions par rapport à ça? Ah, on a perdu Géraud, je crois. Oui, alors je vais prendre le relais. Merci. Donc, donc le cluster 4 est un cluster qui est richement doté, donc de 13,5 milliards d'euros. C'est le plus gros cluster avec le cluster 5. Le cluster 5 a la même dotation. Par rapport, en plus de cette dotation, donc il y a également une somme d'avenir de ce qu'on appelle Next Generation EU de 5 milliards d'euros. J'ai parlé de milliards tout à l'heure, sinon vous pouvez me corriger. Donc 5 milliards d'euros qui va être à répartir dans l'ensemble du programme Horizon Europe. Et là, vous êtes peut-être déjà au courant, parce qu'il en a été question ce matin, qu'il y a des informations toutes récentes, donc comme quoi hier, c'est pas une info du 20 novembre, c'est une info du 11 novembre. Une rallonge de 4 milliards d'euros a été accordée dans Horizon Europe. On ne sait pas encore quels vont être les arbitrages internes. Vraisemblablement, ce qui va être privilégié, c'est santé, numérique et climat. Voilà. Super. Merci beaucoup, Hélène. Et du coup, je vais redonner la parole à Géraud s'il est là, pour nous parler un peu du calendrier des appels à projets et voilà, qu'est-ce qui nous attend en cette fin d'année et puis début d'année prochaine. Ok, bon, désolé, mais je crois qu'il y a eu une perte. J'ai été coupé pendant un moment. Bien, bon, le calendrier, vous voyez, on s'attend à la publication définitive des programmes de travail mi-avril. Donc, en général, c'est ça la date qui intéresse les gens. Et du coup, nous, on s'attend à avoir des comités fantômes, on appelle fin du mois, qui sont les occasions de se retrouver et de parler à bras-le-corps du programme de travail, à bâton rompu, et puis c'est des conversations assez intenses, parce que vous avez vu que le programme, il est important. L'adoption définitive du budget devrait quand même finir par arriver . …
Ah, je n'entends plus Géraud. Il a donné les principaux éléments, hein. C'est-à-dire que là, effectivement, on attend donc l'adoption du budget. Donc, vous voyez que c'est encore en pleine négociation là, dans le dialogue tripartite entre les différents présidents des États membres, le Parlement et puis la Commission européenne. Donc, c'est ça le dialogue tripartite. Il faut arriver à un accord. Et là, on n'est pas loin, vraisemblablement. Donc, il va y avoir un accord fin 2020, on espère. Et ça, c'est le cadre financier pluriannuel qui couvre beaucoup plus qu'Horizon Europe, hein. Ça couvre la PAC, c'est un budget en tout de 1 800 milliards d'euros. Donc, le budget Horizon Europe, c'est un petit budget parmi ceux-là, mais pour nous, c'est extrêmement important, bien sûr. Et ensuite, donc, en janvier, il va y avoir adoption formelle du programme cadre, et puis donc publication officielle des programmes de travail mi-avril. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, on note que mi-avril, il faut qu'on… On négocie actuellement avec la Commission pour avoir des drafts sur lesquels on peut un petit peu communiquer avant, mais c'est toujours en fait faire la part des choses entre négocier le plus possible sur les sujets et puis avoir une version aboutie que l'on peut un petit peu diffuser pour commencer à préparer en avance de phase les projets. Il faut toujours trouver le moyen terme. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à Géraud et Hélène pour toutes ces explications. Comme vous l'avez vu dans ces appels à projets, ce sont des appels collaboratifs, mais sachez donc que vous n'êtes pas seul pour préparer ces dossiers. Je vais passer rapidement, mais si les appels à projets du cluster 4 ou d'autres vous intéressent, on peut vous accompagner donc aussi bien nous, Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, que les pôles de compétitivité. Je vais aller assez vite. Annabelle Sion est avec nous du pôle Plastipolis pour en dire 2 mots, mais on est vraiment pris par le temps si on veut prendre quelques questions. Donc Annabelle, si tu veux dire 2 mots, et puis de toute façon, les slides seront à disposition de tout le monde à l'issue de l'atelier. Merci Sarah. Donc très rapidement, pour faire suite à ce qui a été présenté déjà en plénière ce matin dans l'écosystème régional, l'agence est là pour vous accompagner, mais sur des thématiques plus précises, vous avez les pôles de compétitivité. Pour ce cluster 4 notamment, donc sur les technologies numériques, il y a le pôle Minalogique. Et puis ensuite, sur les thématiques plus industrielles, vous avez le pôle SIM, pour tout ce qui va être conception, production, intégration de systèmes mécaniques intelligents, Accélera qui sera là pour traiter des thématiques chimie, environnement, Tectera pour la filière textile et Plastipolis pour les activités plasturgie et composite. Donc les pôles ont chacun leur réseau propre, contacts, activités aussi à l'Europe et sont présents en région et voire au-delà pour certains pour vous accompagner sur ces projets et la réponse aux appels du futur Cluster 4 sous Horizon Europe. Merci beaucoup Annabelle. Du coup, on va pouvoir prendre quelques questions. Laure, est-ce qu'on a des questions des participants aux intervenants? Une qui vous pourrez peut-être répondre très rapidement, Hélène, Géraud. Le calendrier mi-avril pour les premiers appels du cluster 4, est-ce que c'est un calendrier pour tout Horizon Europe? Est-ce qu'on peut s'attendre aussi que pour le pilier 1, les appels soient publiés à cette date-là, ou là, on parle juste du pilier 2? Vraisemblablement, ça va être pour l'ensemble des appels. Alors, il y a peut-être un petit espoir pour que les projets ERC soient lancés en avance de phase, mais pas pour tous les piliers, pas pour tout le pilier 1. Ce serait éventuellement uniquement les projets ERC, et il faut quand même que le programme soit formellement adopté. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas anticiper, quoi. Okay. Donc, pour les projets Marie Curie, non. D'accord, merci beaucoup. Quelques questions d'initiés. Par exemple, le PPP FOF, est-ce qu'il sera intégré au cluster 4? Oui. Très bien, merci. L'impression 3D, est-ce que c'est un sujet qui pourra se retrouver dans le cluster 4? Oui. Très bien. L'aéronautique est-il un sujet qui est considéré aussi dans ce cluster? Ah non, moi je le mettrais plutôt dans le cluster 5. La mobilité du coup, hein, c'est ça? Transport, oui, transport. Transport. Ouais. Ok. Écoutez, ça a été assez efficace. Attendez s'il y en a encore. Oui, alors un peu plus délicat. Quels sont les critères
que la commission retient pour supprimer des appels à projets à ce stade? Ah, Des là, topics. là, c'est un petit peu plus long à répondre parce qu'il y a pas mal de critères. En particulier, donc, par exemple, la commission s'est fixé déjà des critères. Il faut par exemple que l'ensemble du budget lié au numérique corresponde au moins à ce qui avait été mis dans l'aspect ICT Horizon 2020. Il y a d'autres critères, comme par exemple, il faut que dans l'ensemble du programme Horizon Europe, 30% du budget soit lié au climat. Donc, il y a des grandes masses comme ça qu'il faut absolument respecter. Et donc, ça rentre en ligne de compte dans les critères pour supprimer certains appels à projets. Après, comme il y a trop d'appels à projets, eh ben, on est à la recherche effectivement de tout ce qui peut être doublon. On est à la recherche effectivement de tout ce qui est doublon, soit au sein d'un même cluster, mais et comme je l'ai dit, éventuellement entre les clusters. Et puis après, ben, il y a effectivement les remontées des différents États membres qui vont se battre pour privilégier tel ou tel aspect d'une destination. Voilà. D'accord, très bien. Et parce que vous êtes très doué, les robots logistiques sont-ils aussi dans le cluster 4? Là, ce serait plutôt Géraud, je pense. Mais a priori, je dirais oui, mais si. Géraud. Alors, je n'ai pas entendu la question. Les robots logistiques peuvent-elles être… Oui. Oui, alors j'ai vu la question. Je suppose, alors après, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'est un robot logistique. Il faudrait préciser. Mais la robotique, en tous les cas, au la sens personne qui a posé, large, je l'invite à crois. venir me contacter pour qu'on regarde. Voilà. La robotique au sens large, je pense. Il y a la robotique et tout ce qui est la robotique aussi. Tout ce qui est la robotique et la robotique liée à l'humain notamment. Donc, beaucoup ce qui est collaboratif avec l'humain dans les usines, par exemple. Obligé de clôturer parce qu'il y a d'autres ateliers qui vont suivre. Donc, l'atelier risque d'être coupé pendant qu'on parle. Sachez que s'il y a des questions qui n'ont pas été traitées, elles seront traitées a posteriori. On postera le FAQ dans la plateforme de l'événement. Juste une dernière petite info. Donc, il y a une semaine d'information qui devrait être organisée par le ministère courant février. Donc, je vous invite à surveiller le site horizon2020.gouv.fr à ce sujet. Et puis, alors, si on m'entend, pour répondre à la question de tout à l'heure, là, le monsieur, il a précisé sa question en disant qu'on parlait aussi des AGV dans les usines. Donc là, la réponse est oui. Ah, parfait. Merci. Donc, toutes les informations de cet atelier, vous pouvez les retrouver sur la plateforme de la journée à l'issue à partir de demain. Donc, un grand merci à Hélène et Géraud pour leur explication sur le cluster 4. Merci à Annabelle et puis Laure pour votre participation. Merci à Émilien, bien sûr, également. Et puis, merci à tous pour votre participation. J'espère que l'atelier a répondu à vos attentes et on est tous à votre disposition pour répondre à de futures questions. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.